Eh bien, bonjour à... C'est bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là avec vous. Je vois qu'il y a plein de monde pour parler de cette question passionnante de l'efficacité et de la formation professionnelle. En deux mots, du coup, je me présente, parce que vous m'avez déjà bien introduit. Je suis Éléonore Vreillon. Je travaille chez Youno depuis 1 an et demi. J'ai un parcours un peu atypique puisque je viens de la recherche à la base, donc je me présente ici sous mes nouvelles couleurs. Et donc un petit mot d'abord sur Youno. Youno, c'est un organisme de formation professionnelle digitale qui a été créé en 2013. Grosso modo, c'est un organisme qui a créé, dont la mission, c'est effectivement, on est en plein dans le cœur, c'est d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la formation professionnelle. Donc pour ce faire, il y a une nouvelle modalité de formation qui a été créée, c'est le SPOC, pour Small Private Online Course. L'idée, c'est que ce sont des cours qui durent 4 semaines. C'est de la formation 100% online, qui est tutorée, accompagnée par des experts et qui est certifiante, éligible au CPF. Donc à l'heure actuelle, Youno, c'est un catalogue de 50 formations qui sont principalement sur les compétences essentielles du 21e siècle. Donc vous allez avoir de la confiance en soi, du feedback, du design thinking, un ensemble de palettes de compétences qui sauront ravir vos collaborateurs et vous-même, je pense. Donc maintenant que j'ai précisé ça, rentrons, j'allais dire, dans le cœur du sujet, qui est notre fameuse quête de l'efficacité. Moi, chez Youno, mon rôle concrètement, c'est d'essayer d'évaluer et d'essayer de prouver que les SPOC, donc c'est un sacré parti pris, mine de rien, que les SPOC sont efficaces et qui permettent de monter en compétences. Alors, concrètement, quand on regarde un peu là, le stand, ce salon et votre présence aujourd'hui aussi nombreuse, je pense qu'on peut tous se dire que cette fameuse quête de l'efficacité, concrètement, elle n'est pas nouvelle. C'est un peu un mythe, c'est un peu le Graal qu'on cherche tous à atteindre. Là, je pense que sur les salons et sur les différents stands, tout le monde va vous proposer une formation optimale pour améliorer l'enseignement, pour pouvoir combler vos collaborateurs, un maximum d'engagement, une expérience optimisée, ce genre de choses-là. Mais alors du coup, ce que j'aimerais bien voir avec vous aujourd'hui, c'est comment concrètement on peut le faire et comment est-ce que finalement on peut essayer de tous ensemble, en partageant des bonnes pratiques, s'engager et résoudre un peu cette quête. Alors concrètement, encore une fois, quand on se regarde et quand on voit dans la formation professionnelle, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée quand j'ai commencé à travailler sur cette problématique, c'est celle que cette quête de l'efficacité, en fait, elle est prégnante. Et concrètement, quand on regarde un peu les différents travaux qui sont faits, l'évaluation dans la formation professionnelle, la Cour des comptes, elle indique qu'on trouve très peu de rapports, c'est lacunaire, introuvable. Un rapport un peu plus récent de France Stratégie nous indique bien que c'est une problématique on ne peut plus actuelle, parce que si on a près d'une personne sur deux qui se forme dans les salariés actifs, encore parfois les chiffres sont moins bons, mais si on a une personne sur deux qui se forme, en fait, concrètement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas vraiment quels impacts ou quelles conséquences ça va avoir, ce passage par la formation. Enfin, d'autres travaux qui ont une vocation peut-être un peu plus, sérieuse et donnée à l'appui, montrent bien que finalement, dans les entreprises, très rares ou très faibles sont celles qui prennent vraiment à bras-le-corps le fait de se dire, évaluons l'impact que là, tous ces investissements, toute cette énergie qu'on met dans la formation professionnelle, elles vont avoir pour nous, les structures, et pour moi, par exemple, dans mon équipe ou au quotidien. Alors, pour ce faire, ce que je vous propose, c'est que face à ces difficultés, on ne va pas le nier, c'est pas hyper facile, sinon on ne serait pas là aujourd'hui à se poser la question, je vous propose qu'on prenne un peu de recul et en fait qu'on aborde la question un peu différemment. Et pour ce faire, je pense que quand on parle d'évaluation ou quand on parle d'efficacité, en fait ça implique simplement qu'on se repose les bonnes questions. Alors, ces questions, j'ai envie de vous la poser. Pour vous, qu'est-ce que c'est une formation efficace ? Alors, soyez pas timide, je vais prendre quelques mains levées ou quelques suggestions. Il y aurait des questions, des suggestions plutôt. C'est une formation, quelqu'un va retenir ce qu'il a appris, mais longtemps après. Merci. Une autre personne, ouais. Moi, j'étais dans l'application de court terme, justement, des choses très immédiates. Parce que sinon, ça n'a pas d'efficacité. On attend trop longtemps avant de mettre en œuvre. Merci.
Une formation efficace, c'est qu'à long terme, la personne, elle peut changer ses pratiques. Ah, une autre. Pour moi, c'est une évolution des compétences qui est mesurable. Bon, alors vous le voyez, là déjà, en même pas 3 remarques ou 3 manières de penser l'efficacité de la formation, on a déjà des nuances et des points de vue un peu différents. On a d'une part un côté long terme, un côté connaissance ou compétence. Pour d'autres, ça va être le fait de carrément mettre en pratique, être capable de le faire dans d'autres situations. Vous n'avez pas précisé, peut-être des situations professionnelles ou autres, ce qui correspond finalement à la définition même de la compétence. Alors, je pense qu'il y a peut-être des responsables de formation qui sont dans la salle, qui sont un peu timides et qui n'ont pas dit « pour moi, une formation efficace, c'est une formation où tous mes collaborateurs sont formés, où j'ai bien optimisé mon budget, où j'ai un NPS ou un taux de satisfaction qui est bon », mais ça pourrait être aussi des critères. Du coup, mon point, en fait, avec ça, il était tout simple, et il ne s'affiche pas, mais c'était que l'efficacité, en fait, c'est vraiment une question de point de vue. Et du coup, d'où l'importance d'être bien au clair avec vous, concrètement, ce que vous avez envie de mesurer, et ce que concrètement vous allez chercher à prouver. Alors, mettons-nous d'accord, ressortons aujourd'hui de ce temps en se disant l'efficacité, définition toute simple, ça va être la capacité à atteindre les objectifs fixés et à obtenir les résultats recherchés. Du coup, vous comprenez bien que pour évaluer l'efficacité d'une formation, tout bêtement, en fait, il faut aussi en amont prendre un peu de temps, et ce temps, il est précieux, il est nécessaire pour se dire quels sont les objectifs, quel résultat très concret, comment je vais le traduire pour pouvoir ensuite me dire si c'est efficace. À partir de là, l'activité d'évaluation, qui moi du coup est mon dada au quotidien, eh bien, c'est concrètement la mesure de cet écart entre les résultats obtenus et les objectifs qu'on s'était fixés. Première étape. Donc il nous faut un dispositif d'enquête, il nous faut des indicateurs qui vont nous permettre concrètement de pouvoir mesurer ces résultats. Mais franchement, ne nous arrêtons pas là. C'est pas parce qu'on a mis en place un NPS ou parce qu'on a mis en place ces questionnaires de satisfaction à chaud, par exemple, qui existent déjà, que ça va suffire. Il faut prendre le temps d'analyser concrètement, de se dire par rapport à ce qu'on s'était dit, ok, bah alors où est-ce qu'on a pêché, où est-ce qu'on a bien atteint nos résultats, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Parce que l'importance et l'intérêt, j'allais dire, d'évaluer ou de se dire qu'on est efficace, c'est bien de pouvoir passer à l'action. Il y a cette citation que j'aime bien de Jonathan Potier, qui travaille sur l'ingénierie de l'évaluation, qui nous dit « En fait, on mesure pour comprendre, mais en fait, on comprend pour agir concrètement. » Donc, allons-y, ne soyons pas timides et prenons acte. Alors, en 2 mots, maintenant que j'ai dit ça, vous allez me dire, évidemment, on a pris un peu de hauteur, on a pris des reculs. Concrètement, il y a déjà des outils qui existent. Un outil qui est très commun, qui est très fréquent à utiliser en formation professionnelle, c'est le modèle de Kirkpatrick. Alors, je ne vais peut-être pas trop le commenter ici, puisque moi, j'aimerais plutôt vous montrer comment est-ce qu'on poursuit cette quête chez YouKnow. Voilà, en deux mots, le modèle de Kirkpatrick qui nous permet de différencier différents niveaux d'évaluation, donc différentes natures d'objectifs, la satisfaction à chaud, pour essayer de savoir si on est content vis-à-vis de tout ou une partie de l'expérience de formation. Ensuite, de savoir si effectivement, par exemple, les collaborateurs ont appris des choses, sont montés en compétences. Ensuite, on va avoir des questions de comportement. Est-ce que concrètement, si on a appris des choses et qu'on a acquis ces nouvelles compétences, est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on va se comporter de manière différente en situation de travail et après la formation? Et puis enfin, si jamais on a ces changements de comportement et ces nouvelles connaissances acquises, est-ce que concrètement, là pour tous les collaborateurs par exemple dans mon équipe, est-ce qu'on va avoir des meilleurs résultats dans mon service? Est-ce que en gros ça va mieux fonctionner dans mon entreprise avec ça? Donc les résultats pour l'organisation. Alors maintenant, dans cette quête, maintenant qu'on l'a un peu clarifié, on s'est tous réunis autour de la table, on est un peu plus dotés, je voudrais vous montrer comment chez YouKnow, on a construit un protocole d'évaluation qui est vraiment une boîte à outils. Alors, pensez au jeu concours. Le mythe, c'est pour gagner le prix de l'évaluation de l'efficacité. Voilà. Est-ce que cette madame est parmi nous? Non. Bon, donc concrètement, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir capitaliser. L'idée, c'est vraiment de pouvoir discuter autour d'outils. Alors, je vous l'ai dit, question d'évaluation. Il faut clairement savoir à quoi est-ce qu'on veut répondre. Nous, chez YouKnow, on se pose 3 questions.
Et c'est ça le protocole et notre boîte à outils, c'est à ça qu'elle va nous servir à répondre. La première, c'est est-ce qu'il y a eu concrètement une montée en compétences à l'issue du suivi d'un SPOC? Est-ce que les gens qui ont commencé une formation chez nous, à la fin, ils en sortent avec plus de connaissances et plus de compétences? La seconde, c'est est-ce qu'il y a eu concrètement un transfert à l'issue du passage par la formation? Donc concrètement, vous avez suivi un SPOC, c'est une expérience qui est complètement en ligne, vous l'avez suivi sur votre lieu de travail, mais est-ce que maintenant vous allez continuer à utiliser ces nouvelles connaissances et compétences? Et enfin, à partir de là, moi j'essaye de savoir quelles sont les conditions en fait nécessaires, tant au niveau du dispositif pédagogique SPOC que du profil des participants ou du contexte d'entreprise, qui vont nous permettre réellement d'avoir une montée en compétences et puis d'avoir un transfert de ces compétences à l'issue du passage par la formation. Donc voilà nos 3 questions. Je vous invite à vous-même vous poser la question en sortant de là. Quelles sont moi les questions auxquelles je veux répondre? Alors, nous, donc ce protocole d'évaluation, notre boîte à outils, elle se compose de 4 étapes. La toute première, c'est au début de la formation, un questionnaire d'autodiagnostic qui va nous permettre de déterminer quel est le niveau initial des participants lorsqu'ils débutent un SPOC. Donc à ce moment-là, on leur demande, et on en profite aussi, pour que les participants formulent clairement leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent savoir faire à l'issue de la formation, et qui témoignent leurs attentes vis-à-vis de l'expert formateur qui va les accompagner tout au long de la formation. Ensuite, pendant qu'ils suivent cette formation, grâce effectivement aux possibilités offertes par le numérique, on peut collecter un ensemble d'informations sur qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles vidéos ils ont regardées, quelles infographies ils ont cliquées, est-ce qu'ils ont bien participé au temps synchrone, est-ce qu'ils sont à l'heure pour valider les modules, un ensemble de données. On suit la validation de leur programme. Après, un questionnaire d'évaluation à chaud, assez classique, qui concrètement nous permet d'évaluer donc cette fameuse satisfaction vis-à-vis de une partie de genre au global. Est-ce que vous êtes content de cette expérience? Mais aussi, est-ce que vous êtes content par exemple de l'expérience sur la plateforme? Nous, c'est très important puisque dans une perspective d'action, c'est une expérience qui est 100% en ligne. Donc l'idée, c'est de bien pouvoir continuer à faire progresser le dispositif au fur et à mesure. On cherche aussi à ce stade à savoir, est-ce que concrètement, les gens ont trouvé ça utile? Parce que si jamais ils ont passé une bonne expérience de formation, ils ont acquis des compétences ou des... Voilà, si jamais ils trouvent que ce n'est pas utile pour leur quotidien professionnel, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'ils ne les mettent pas en place à l'issue de la formation. Mais ce ne serait pas pour autant un échec. Mais bon, c'est quand même une manière de pouvoir s'interroger intelligemment. Et enfin, on a donc un questionnaire que j'adresse à plus 3 mois après la formation pour essayer de savoir si concrètement, du coup, il y a eu une montée en compétences. Ce temps de questionnaire, en gros, c'est les participants qui repassent par le même questionnaire d'autodiagnostic qu'au début de la formation pour essayer de savoir si, en gros, ils mettent plus en œuvre les comportements clés qui étaient visés par la formation, s'ils se sentent plus à l'aise pour les réaliser, s'ils se sentent plus compétents pour pouvoir le faire. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, vous me dites, bon, c'est bien joli, encore une méthodologie de plus et tout ça. J'aimerais bien vous montrer là des tout premiers résultats assez exploratoires encore, parce que du coup, ça fait 1 an qu'on a vraiment diffusé ce protocole d'évaluation. Là, c'est des résultats sur une formation en gestion du temps à l'ère du digital. C'est une formation qui a un angle éditorial particulier. L'idée étant de dire, vous êtes complètement débordé, vous n'en pouvez plus dans votre travail, il faut éteindre le feu concrètement. Comment faire pour mieux vous organiser dans votre environnement digital et à l'aide de différents outils. Voilà, juste pour quelques éléments de contexte. Globalement, alors je ne vous ai pas mis, parce que là, tout le monde, là pour ces participants-là, j'ai étudié donc 4 sessions de formation qui ont lieu de février à juillet de 2019. En gros, il y a une satisfaction générale qui est très élevée, qui est à 4,6 là pour ces 4 cohortes. Pareil, les participants déclarent avoir atteint leurs objectifs, qui n'étaient pas forcément les mêmes. Je n'entre pas dans le détail davantage là, mais qui n'étaient pas forcément les mêmes. Ensuite, ils indiquent et ils sont d'accord pour dire que les objectifs qui étaient visés par cette formation, ils vont les aider à être plus performants dans leur travail. Et enfin, qu'ils ont l'intention de les réutiliser. Parce qu'on leur donne plein de méthodes, plein de boîtes à outils pour, par exemple, mieux gérer leurs mails, faire des to-do list, tout ce genre de choses-là, ce qui n'était pas forcément évident de prime abord. Alors, encore plus dans le détail, voilà 2 indicateurs qui nous permettent d'avoir un peu un aperçu global du niveau de ce fameux autodiagnostic dont je vous parlais au début. Quand les gens commencent cette formation, on a 64,8% de nos participants qui disent qu'ils se sentent très régulièrement, voire quotidiennement, dans l'urgence, qui sont débordés et qui se sentent stressés dans le cadre de leur emploi.
Je pense que vous, comme moi, parfois, on fait partie de ces gens-là. Voilà, donc c'est quand même assez important. Et puis, quand on leur demande d'évaluer s'ils se sentent efficaces ou non sur une échelle de 1 à 10, leur gestion de leur temps, en fait, la note moyenne, c'est 5,5, ce qui est quand même pas très élevé. Avec le protocole d'évaluation que je vous ai montré, concrètement, ça nous permet de voir que, quand on les réinterroge 3 mois après, il n'y a plus que 12,3% des gens qui nous indiquent que, du coup, pendant ces 3 mois-là, ils se sont sentis débordés, qu'ils se sont sentis dans l'urgence et stressés. Donc là, déjà, pour nous, c'est un bon signal. On se dit, OK, c'est vraiment une baisse significative. Ça veut dire que les contenus, ils étaient pertinents quand même plutôt par rapport à cette cible. Et en plus, signal intéressant aussi, on voit qu'il y a 7,1%, une note de 7,1 sur 10 qui se dit, du coup, pour la note d'efficacité dans la gestion de son temps. Donc, intéressant. Mais alors, vous me direz, OK, très bien, les notes montent et tout ça. Mais le plus intéressant, en fait, avec ce dispositif, c'est qu'on voit que ces évolutions, en fait, dans l'appréciation de son sentiment d'urgence ou de stress, son sentiment d'efficacité, en fait, c'est lié à des changements de comportement qui sont concrets. Et ces changements-là, on le voit, par exemple, avec la fréquence de consultation des emails. Ce que je vous disais, c'est que dans l'autodiagnostic, il faut bien imaginer que ce n'est pas une popote sortie de nulle part, c'est vraiment en fait des comportements très concrets sur lesquels on essaye d'agir, quoi. Donc là, vous voyez, c'est la fréquence quotidienne de consultation des emails. Vous voyez au début en bleu, au début de la formation, ils sont très nombreux à déclarer, donc c'est un peu à la louche au début, mais à déclarer quand même consulter 10 à 20 fois, voire plus de 20 fois par chaque jour leur boîte mail. Le parti pris dans la formation, c'est de dire attention, on va réduire ce temps, on l'a consacré tout le temps à la consultation de ces emails. Et c'est bien ce qu'on voit. On voit là, avec la barre en rouge, que du coup, cette fréquence, elle est nettement réduite à l'issue du passage par la formation. Pareil, dans la formation, il y a un parti pris qui est celui de dire, OK, ne traitez pas vos mails n'importe quand, n'importe comment, dès que votre boîte mail s'allume, ou voilà, vous allez planifier des plages horaires pour les consulter, certaines plages horaires pour pouvoir les consulter et les traiter réellement. Donc là, pareil, vous voyez à peu près la même chose. Ensuite, il y a ce conseil sur le fait de paramétrer tout bêtement ces notifications pendant son travail. Là, vous voyez, encore une fois, au début de la formation, il y a très peu de gens qui, en fait, paramètrent effectivement, quand ils débutent une plage de travail, qui paramètrent leurs notifications pour pouvoir être concentrés, dédiés à ce qu'ils vont faire. Après le passage par la formation, vous voyez que beaucoup plus souvent, ils le font effectivement. Alors, je vous passe ça, il y a plein d'exemples en tout genre, enfin vraiment qui sont liés du coup à tout cet autodiagnostic. Ce qui était intéressant aussi, c'était que c'était lié à une réduction de mauvaises habitudes. Dans ces mauvaises habitudes, nous, on avait identifié tout ce qui était relatif au multitasking, donc des gens qui vont faire plus de choses, qui vont s'interrompre en permanence. Là, vous voyez par exemple, donc les courbes sont inverses, logiquement, vous voyez que on leur demande s'il y en a beaucoup qui débutent une autre activité, quand ils se lancent dans une tâche, ils se retrouvent à faire autre chose. D'un coup, voilà. Moi, par exemple, je suis la première souvent à me retrouver à faire ça. Et ben, en fait, on voit qu'à l'issue de la formation, ils sont beaucoup moins nombreux, du coup, à ne plus faire ça. Pareil, consulter leurs agendas ou d'autres documents. De la même manière, consulter son téléphone pendant une autre activité. Alors, mon point, avec tout ça, c'est que j'aimerais vous avoir convaincu et j'aimerais surtout vous dire que chez YouKnow, on est hyper ouvert pour pouvoir en discuter et pour pouvoir vraiment se lancer sur de la méthode, sur des résultats, pour vous inviter à enfin relever ce défi de l'évaluation et de se dire qu'on peut être à la hauteur de cet enjeu. C'est-à-dire qu'on investit tous beaucoup dans la formation, donc allons-y tous ensemble. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Oui, monsieur. Bonjour. Tout au début de votre présentation, vous distinguez 3 points particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre le transfert des compétences et la montée en compétences ? Oui, c'est une très bonne question. En fait, là, j'ai bien distingué les deux parce que, j'allais dire presque par définition, la compétence, ça va être l'expression d'un ensemble de ressources, de capacités de l'individu qui va mobiliser d'une manière adéquate et adaptée dans une situation qui lui permettra d'avoir le comportement le plus adapté. Là, le fait est que concrètement, dans ces formations, on aimerait bien savoir si
une fois qu'ils ont fini cette expérience, donc vraiment le temps de la formation, si à ce moment-là, déjà, on voit qu'ils ont monté en compétences. Donc, s'ils ont changé leur comportement, s'ils se sentent plus efficaces, enfin, si. Alors, du coup, c'est vrai que la question, là, je vois, ma réponse est un peu mal répondue. Le point, c'est plutôt de dire, déjà, pendant le temps de la formation, est-ce qu'on voit des évolutions? Et ensuite, une fois que ce temps de formation, il est plus ou moins clos, où on n'est plus vraiment dans cette, j'allais dire, peut-être dans tout cet engagement physique comme intellectuel qui est lié à l'apprentissage, est-ce qu'après coup, on continue à utiliser ces compétences? C'était plutôt là la nuance. Est-ce que ça répond du coup à votre... voilà. Merci. Oui, merci. Bonjour, merci pour cette intervention, parce que c'est vraiment un sujet capital. Mais la question que je me pose, c'est que là, tout ce que vous nous avez montré, ça repose sur des déclaratifs. Ouais. Et donc, les gens ont toujours une tendance à l'acquiescement. Et donc, ils font une formation, ils disent oui, c'est super, je suis content. Donc, est-ce que vous avez vérifié la validité de votre questionnaire en ayant accès, par exemple, aux accès mail effectifs des gens pour voir s'ils ont effectivement changé leur comportement? Pareil, question très bonne, effectivement très juste. D'un point de vue méthodologique, c'est la question qu'on peut adresser. Là, le parti pris et les biais méthodologiques, ils sont clairement présents. On ne va pas du tout se voiler la face. Le parti pris qu'on fait, c'est que en étant, et là moi en travaillant depuis un organisme de formation professionnelle UNO, en fait on n'a pas forcément accès concrètement à la réalité des collaborateurs ou des salariés sur leur lieu d'entreprise. Et par exemple, là on a essayer de penser à des expérimentations qui nous permettraient de regarder pour ne pas se baser que sur l'autodéclaratif, mais par exemple proposer un questionnaire ou proposer une grille qui permettrait en fait au manager de dire ok, mon collaborateur qui va se former, là je vois bien qu'il ne fait pas ci ou qu'il ne fait pas ça, ce qui fait que ça pourrait permettre d'avoir un dispositif à 360. Il y a énormément de méthodes pour essayer d'appréhender plus finement cette dimension-là. Parmi les biais, c'est vrai qu'il ne faut pas omettre, je vais les citer comme ça on les a tous bien en tête, mais un biais de désirabilité, évidemment on a envie de faire plaisir et voilà. Après là le questionnaire, on essaye de l'introduire, il est dans un... Donc j'explique, je me suis prêtée au jeu de la petite vidéo pour bien expliquer la démarche et nous l'intérêt qu'on avait avec cet autodiagnostic. Et on essaye de faire en sorte que, certes, il y a des gens qui vont déjà sous-estimer leurs compétences ou qui vont se sous-estimer, d'autres qui vont, au contraire, pas être trop conscients de ce qu'ils vont faire. Pour autant, on essaye de vraiment leur dire, ok, c'est votre première brique, c'est votre premier pas là, dans la formation, essayez de le faire en étant fidèle à vous-même, vous serez réinterrogé plus tard, donc prenez-le vraiment comme un outil pour vous, pour pouvoir essayer de continuer à progresser là-dessus. Mais après... Du coup, certes, autodéclaratif qui a des limites, mais moi je vous invite du coup, si vous avez envie déjà même de travailler avec nous par exemple pour pouvoir essayer d'évaluer justement en contexte d'entreprise, d'avoir plus de moyens, mais allons-y, faisons ça ensemble pour faire avancer le sujet. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Bah, écoutez, est-ce qu'il y a il y a une recette de formation qui sont plus performantes que d'autres? En format, en longueur, est-ce que vous avez un peu pu... Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de rentrer dans le débat là à 3 minutes de la fin, parce qu'en fait, ça renvoie peut-être davantage à une dimension qui serait de l'ordre de est-ce qu'il y a un dispositif pédagogique qui fonctionne mieux, donc vraiment d'un point de vue plus pédagogie. Là-dessus, je pense qu'il y a évidemment plein d'éléments de réponse sur peut-être de la mise en pratique, des formations qui sont individualisées mais qui sont aussi personnalisées, d'avoir des rythmes diversifiés ou ce genre de choses-là. Après, moi, je ne suis pas experte du tout d'un point de vue pédagogie. Par contre, le point quand même que j'ai en tête, c'est de ne pas oublier que là, et encore plus quand on fait du digital learning, perdez pas de vue en fait le fait que là... soyez au clair avec ce que vous venez chercher. Des technos, ça reste des outils.
Et du coup, vos outils, dans quel environnement vous allez les intégrer? Est-ce qu'ils sont favorables à ce que chacun puisse se les approprier? Est-ce que vous offrez les conditions pour que les gens suivent effectivement de la formation, par exemple à distance, dans vos contextes d'entreprise? Je pense qu'on peut se poser aussi un peu toutes ces questions-là pour continuer à être bien alerte, même si effectivement le digital, je pense, présente plein d'opportunités à saisir. Donc, voilà. Merci beaucoup, Éléonore. Merci.